Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur Al 24 News pour cette nouvelle édition de l'information à la une de l'actualité de ce 19h. L'axe Alger-Pretoria a eu le dernier mot. L'antité-sioniste se voit suspendre en marge des travaux de l'Union africaine le statut d'observateur de l'organisation panafricaine. Édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Sénégal-Égypte, coup d'envoi prévu à 20h. Et en Palestine occupée, le mouvement des prisonniers politiques palestiniens a annoncé dans un communiqué sa volonté de se mettre en mouvement dans les geôles sionistes. Dossier santé Covid-19, nouvelle baisse sensible des cas Covid pour les dernières 24 heures en Algérie. Il passe de près de 800 cas à 378. L'axe Alger-Pretoria a eu le dernier mot. L'entité sioniste se voit suspendre en marge des travaux de l'Union africaine le statut d'observateur de l'organisation panafricaine. Décision prise de façon unilatérale par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Leïla Gertal. L'entité sioniste pourrait sortir par la petite porte tout comme elle est rentrée. Les chefs d'État africains ont décidé de suspendre la décision de Moussa Faki, prise unilatéralement, d'introduire l'entité sioniste en tant que membre observateur au sein de l'Union africaine. La décision est adoptée par consensus aujourd'hui par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les chefs d'État décide de la suspension de la décision, la création d'un comité de 7 chefs d'État africains chargés de présenter et de formuler leurs recommandations au sommet de l'Union africaine. Celle-ci demeure saisie de la question. Le comité est composé entre autres de l'ancien président sénégalais Macky Sall en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, du président algérien Abdelmadjid Tebboune et du président nigérian Muhammadu Buhari. Ce gel ou cette suspension est une avancée considérable sur le chemin de la sortie de ce grain de sable chargé par ceux qui lui ont frayé un chemin vers les instances africaines à prendre définitivement la voie du non-retour. L'entité sioniste pourrait... Une décision considérée comme un camouflet selon Mohamed Laïchoubi, analyste politique et ancien ambassadeur. Je vous propose de l'écouter. Un camouflet énorme. Suspendre, c'est déjà, en termes diplomatiques, c'est déjà une sanction de l'Union, en l'occurrence le secrétaire général. Donc là, il va être en difficulté. Ceux qui ont prôné cela seront aussi en difficulté. Par-delà la démarche diplomatique qui a été sanctionnée, il y a une démarche qui a été sanctionnée, l'impact est absolument déterminant. C'est toute cette vision des dominations postcoloniales et néocoloniales qui vient d'être frappée de façon extrêmement importante. Donc le Maroc perd énormément dans ce contexte. Et le président sénégalais Macky Sall a pris officiellement la présidence tournante de l'Union africaine pour la période 2022-2023. Macky Sall succède ainsi au Congolais Félix Tshisekedi en fin de mandat. Tininan Makassi. C'est une patate chaude que reçoit Macky Sall en prenant la tête de l'Union africaine pour le mandat 2022-2023. En effet, c'est dans un contexte tendu que le président sénégalais prendra de façon effective à l'issue du sommet ordinaire de l'Union africaine qui se tient du 5 au 6 février de l'année en cours à Addis Abeba, la présidence de l'organisation. En plus des questions sécuritaires de la Covid-19, du dossier libyen, des tensions autour du barrage de la Renaissance, de la guerre en Éthiopie ou encore d'autres tensions régionales et continentales, le président sénégalais devra aussi composer lors de son mandat avec de nouveaux agendas politiques, en particulier en Afrique de l'Ouest, où de nouveaux pouvoirs se sont installés, remettant en cause le modus vivendi, notamment sur la présence des forces étrangères déployées au Sahel.
Cela dit, le président sénégalais semble déjà avoir donné le temps de sa présidence. Il a d'un côté fustigé et condamné les coups de force militaires et affirmé que les sanctions de la CEDEAO sont justifiables, avant d'assurer que le compromis est toujours envisageable entre les différentes parties. Pour rappel, Macky Sall, qui arrive à mi-mandat présidentiel au Sénégal, a annoncé sa course pour briguer un 3e mandat lors des présidentielles de 2024. Et lors de ce 35e sommet de l'Union africaine, l'Algérie a présenté son rapport sur le terrorisme et sa nouvelle vision de lutte contre ce fléau. En Afrique, Alger appelle à l'activation et à la mise en place de plusieurs plans et mécanismes pour arriver à des résultats palpables sur le terrain. Saouad Ben Batouche. Une nouvelle vision avec des moyens adaptés pour venir à bout du terrorisme. Une nouvelle approche du président algérien pour booster la prévention et la lutte contre le fléau dans un rapport présenté par le chef de la diplomatie algérienne devant les dirigeants africains à Addis Abeba. Finaliser le 2e plan africain de lutte contre le terrorisme, c'est ce à quoi appelle Alger. Le plan vient remplacer celui adopté par l'Union africaine en 2003 et repose sur les mêmes piliers, ceux d'une action africaine commune contre le terrorisme. Entre autres propositions, la mise en place d'une liste africaine des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes terroristes, y compris les combattants étrangers. L'Algérie plaide aussi pour le projet de mandat d'arrêt africain, alors que le Conseil de paix et de sécurité de l'UA avait déjà mis en exergue la nécessité de l'instrument. Forte de son expérience en la matière, l'Algérie réitère son engagement à accompagner l'action de l'Union africaine dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, et ce pour préserver la paix et la stabilité dans le continent et surtout dans la région du Sahel où la menace terroriste a pris des proportions alarmantes. Une menace accentuée par le déplacement et le retour des terroristes étrangers en provenance du Moyen-Orient notamment, mais aussi par le crime transnational, le paiement de rançons et les trafics en tout genre, véritables sources de financement du terrorisme. Tunisie, dissolution du Conseil supérieur de la magistrature. Annonce faite par le président Kais Saïed. Cet organisme indépendant chargé de nommer les juges est accusé par le président tunisien de partialité, de corruption et d'entrave à la justice. Sohila Kilal. Ayant déjà entamé une série de changements à la tête du pays depuis quelques mois déjà, le président tunisien continue sur sa lancée. Kais Saïed a décidé la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, organisme indépendant chargé de nommer les juges, auquel il avait retiré certains avantages à ses membres il y a de cela quelques semaines, et assure travailler sur un décret provisoire pour réorganiser cet organe. Vous avez le droit de manifester, nous avons le droit, vous l'avez également, de dissoudre le Conseil supérieur de magistrature. Ce conseil est devenu un lieu où se vendent les postes. Ce conseil est partial et au service de certains intérêts. Le président tunisien accuse le Conseil supérieur de magistrature d'être partial et au service de certains intérêts. Il accuse également cet organe de corruption et d'avoir ralenti des procédures, notamment les enquêtes sur les assassinats de militants de gauche survenus en 2013. Le mouvement du 25 juillet, qui regroupe ses partisans, avait appelé Kais Saïed à dissoudre le Conseil supérieur de magistrature pour purger le pouvoir judiciaire de magistrats corrompus. Ce dimanche, une manifestation est organisée à Tunis par des partis politiques et des organisations, dont l'Union générale tunisienne du travail, pour réclamer que les personnes impliquées dans des affaires de terrorisme soient tenues pour responsables de leurs actes. Les manifestants rendront hommage à Choukri Blaïd au 9e anniversaire de son assassinat. Ils commémoreront aussi l'assassinat de Mohamed Brahmi, tué dans des circonstances similaires le 25 juillet 2013. Et dans l'évolution de la situation en Guinée-Bissau, l'armée a lancé une vaste opération pour retrouver les commanditaires et les protagonistes de la tentative du coup d'État de mardi dernier. Selon un responsable militaire, ces opérations de recherche sont menées, y compris au siège du gouvernement. Un groupe de militaires et paramilitaires, lui, est pointé du doigt par le porte-parole du gouvernement.
Le puissant cyclone Batiséré a touché Madagascar samedi soir avec des rafales atteignant parfois, tenez-vous bien, les 235 km/h. Après avoir déversé des pluies torrentielles pendant 2 jours sur l'île française de la Réunion, Batiséré a touché terre dans le district de Mananjari. Ce cyclone a provoqué la mort d'au moins 6 personnes et près de 48 000 déplacés. Et nous restons sur le continent africain pour parler bien évidemment de l'événement sportif du jour, la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte-Sénégal, retrouvailles entre Mohamed Salah et Sadio Mané, les 2 joueurs clés du club anglais Liverpool. Pour en parler, direction le Cameroun pour retrouver notre envoyé spécial Faisal Salah. Bonsoir Faisal. Bonsoir Riyad. Alors, tout d'abord, un point sur l'ambiance qui règne au stade à quelques minutes du coup d'envoi de cette finale. Les supporters sont-ils au rendez-vous, surtout après la sortie du pays hôte de la compétition, le Cameroun? Les supporters sont au rendez-vous ici au Cameroun. Au stade de la Béboul, c'est la cérémonie de clôture de cet événement continental, la Coupe d'Afrique, la 33e édition. C'est trop chaud ici, on va dire, au Cameroun, au stade olympique, à Yaoundé. On fête la clôture de la Coupe d'Afrique des Nations avant le coup d'envoi du match final Égypte-Sénégal à Coupe des Nations. Alors, retrouvailles de 2 grands noms du football africain, Faisal, ce soir. Mohamed Salah d'un côté, Sadio Mané de l'autre. C'est un choc des titans auquel on s'attend ce soir. C'est un choc entre 2 joueurs qui jouent à Liverpool. C'est un choc entre Mohamed Salah et Sadio Mané, 2 joueurs, 2 leaders, 2 capitaines de leurs équipes qui vont essayer de remporter cette Coupe d'Afrique qui manque dans leur carrière. Stoppé un Mo Salah qui est, on va dire, monstrueux avec Liverpool et avec l'Égypte dans cette Coupe d'Afrique des Nations. De l'autre, pour cette équipe de Sénégal, Aliou Cissé, il a l'expérience, il est là, il a déjà joué 3 finales, on va dire, une en tant que joueur, pour donner les directives pour ces joueurs. Un match très chaud, un match très serré entre 2 équipes. Voir les compositions des 2 équipes. Exactement, on a la composition des 2 équipes. Pour l'Égypte, c'est Abou Jabal Gabaski qui va être le gardien plus Louench, Abdelmoulem, animation sénégalaise, c'est Mendy qui sera le gardien de but, Sarr, Koulibaly, Diallo, Sis, Kouyaté, merci formation qui veut arracher, on va dire, cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci Faisal. Merci Faisal, la communication est un petit peu mauvaise, j'imagine, avec l'ambiance qui règne au stade. Merci donc pour toutes ces précisions. Début du match est bien sûr prévu à 20h. Dans le reste de l'actualité, le mouvement des prisonniers politiques palestiniens a annoncé dans un communiqué sa volonté de se mettre en mouvement dans les geôles sionistes. Toutes les organisations palestiniennes participent à cette mobilisation générale décrétée aujourd'hui. Sofiane Barouti. Plus de 4500 Palestiniens sont détenus dans les geôles sionistes. Certains sont embastillés depuis des décennies, à l'image du secrétaire général du Front populaire pour la libération de la Palestine, Ahmed Saadat, ou du symbole de l'intifada, Marwan al-Barghouti. Le régime de la détention administrative est imposé arbitrairement contre des centaines de détenus palestiniens en violation flagrante du droit international. Le dernier rapport d'Amnesty International pointe du doigt les pratiques coercitives ultra-répressives du régime d'apartheid sioniste. Le mouvement des prisonniers politiques palestiniens est très actif et toutes les sensibilités politiques y sont représentées. L'évasion spectaculaire de la prison haute sécurité de Djelboua a montré au monde entier la combativité des détenus palestiniens luttant pour leurs droits fondamentaux. La grève de la faim de Hicham Abu Houash a aussi été un catalyseur des revendications palestiniennes. Aujourd'hui, le mouvement des détenus palestiniens a décrété une mobilisation générale dans les geôles sionistes et a prévenu dans une déclaration que, je cite, « des actions surprenantes seront déclenchées », affichant clairement une volonté de donner un coup d'accélérateur à la protestation très active dernièrement. Les militants de la cause palestinienne incarcérés sont aussi à dénombrer ailleurs, à l'exemple du Syrien Sobh el-Maqt, libéré après 3 décennies passées dans les geôles de l'occupation, dans le Golan sous administration coloniale. Le Libanais Georges Ibrahim Abdallah est pour sa part le plus vieux prisonnier politique d'Europe, détenu en France depuis 38 ans alors qu'il est libérable depuis 1999. Ce combattant arabe, comme il se définit,
devient le symbole de la résistance sur le vieux continent. Les prisonniers palestiniens se mettent en action alors que le Conseil national tient sa réunion. Pour rappel, l'Algérie a appelé à une initiative pour l'union des organisations palestiniennes dans l'optique de la consécration des droits légitimes du peuple palestinien. Dans le dossier santé Covid-19, une nouvelle baisse importante des cas Covid durant les dernières 24 heures en Algérie. 378 cas recensés selon le communiqué du ministère de la Santé. 496 guérisons et 6 décès sont également à signaler. Et dans certaines villes canadiennes, les opposants aux mesures sanitaires au Canada se sont rassemblés samedi pour réclamer la levée des restrictions. Cette contestation, partie d'un mouvement de camionneurs dans l'ouest du pays, s'est développée depuis 8 jours. Le point sur la situation avec Neila Aït-Hamouda. Ils sont en colère et ils ont décidé de le faire savoir aux autorités canadiennes. Des autobus, des camions et des tracteurs ont envahi le centre-ville d'Ottawa. Venus prêter main forte, des milliers de manifestants se sont joints à ce mouvement de contestation. Un seul objectif, dénoncer les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement. Pour éviter le scénario hollandais, un impressionnant cordon de sécurité a été mis en place. Aux alentours de l'édifice de l'Assemblée nationale au Québec, les manifestants ont élu domicile. Partis d'un mouvement de camionneurs dans l'ouest du pays à Ottawa, la contestation s'est transformée en une véritable occupation. Les camionneurs s'enracinent un peu plus dans ce mouvement de contestation. Certains ont commencé à monter des abris de fortune et ont juré de ne bouger qu'une fois que les restrictions levées. Les anti-vax et anti-mesures semblent camper sur leur position. Aucun appel ne semble apaiser leur détermination. D'autres manifestations similaires ont eu lieu dans le sud de l'Alberta et dans les villes de Winnipeg, mais aussi à Paris. Les manifestants ont crié haut et fort leur union sacrée avec les Canadiens. Tous avec le Québec, tous avec le Québec, tous avec le Canada, tous avec le Canada. Selon un récent sondage, la mobilisation des camionneurs n'a été suivie qu'à hauteur de 32%, ce qui représente un total de 10% d'adultes canadiens non vaccinés. En Europe, dossier ukrainien, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont entretenus par téléphone de la situation en Ukraine et les possibles voies diplomatiques pour résoudre la crise. Les deux dirigeants ont souligné la nécessité pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord d'être unis face à une éventuelle agression russe contre l'Ukraine. Et les premiers renforts américains sont en Pologne depuis déjà 24 heures. Environ 1700 militaires, principalement des parachutistes, s'en rendent sur place dans les prochains jours. Ce déploiement survient dans un contexte de tension entre la Russie et les Occidentaux depuis le mois de décembre. Toujours en Europe de l'Est, le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'est dit prêt à quitter ses fonctions si le pays se stabilisait. Loukachenko occupe le poste de président depuis 1994, élu depuis 2001 à 5 reprises. La dernière fut lors du scrutin présidentiel de 2020. Je vous propose de l'écouter. Non, s'il y a une situation difficile qui touche le Bélarus, si une guerre éclate ou si des développements similaires à 2020 se poursuivent, je serai toujours là. Mais si la situation est calme, si un successeur émerge, nous déciderons. Croyez-moi, je ne suis pas président parce que j'ai envie de l'être. Dieu vous garde de vous retrouver dans une situation où vous dépendrez de nombreuses circonstances lorsque vous êtes simplement lié par toutes ces circonstances, par votre pays que vous avez créé par vos propres mains et par tout le reste.
Au Royaume-Uni, la reine Elisabeth II célèbre ce dimanche ses 70 ans de règne et a pour ce cap historique réservé une surprise à ses sujets, exprimant le souhait de voir l'épouse du prince Charles, Camilla, devenir reine consort. Aucun monarque vivant n'a régné aussi longtemps et en 7 décennies de règne, Elisabeth II aura vu passer 15 premiers ministres à Downing Street. Elle aura assisté à l'entrée de son pays dans l'Union européenne et sa sortie en vertu des accords du Brexit. Le chef de la diplomatie pakistanaise exhorte les Nations Unies à assurer la mise en œuvre de ces résolutions attendues depuis longtemps concernant le Jammu et Cachemire sous domination indienne. Le ministre pakistanais a souligné la détérioration de la situation humanitaire et des droits de l'homme qu'il a qualifié de menace persistante pour la paix et la sécurité en Asie du Sud. En Amérique centrale, rendez-vous présidentiel au Costa Rica. Les électeurs costaricains ont voté ce dimanche pour le premier tour de la présidentielle avec un record de 25 candidats en course. Petit pays d'Amérique centrale, réputé pour sa stabilité, sa qualité de vie et la richesse de son environnement qui a attiré des millions de touristes avant la pandémie. D'après les intentions de vote, les partis traditionnels de centre-droit et centre-gauche sont en tête. Le président actuel, Carlos Alvarado Quesada, ne va pas se représenter pour ce mandat. Et on termine cette édition par de la culture, le 7e art, l'Oscar, l'un des prix le plus célèbres dans le monde professionnel du cinéma. Après la sortie des nominations des Oscars de 2022, Amela Beja nous parle des films les plus importants en lice dans cette fameuse compétition. Cinématographiquement, l'année 2021 était foisonnante. En raison de la pandémie, tous les films qui ont été reportés en 2020 ont été projetés l'année d'après. Selon les critiques et le public cinéphile, les films les plus importants prédits à remporter le prix du meilleur film pour cette année sont à nommer Drive My Car, réalisé par le japonais Hamsuke Hamaguchi, qui a remporté le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes, mais aussi le Golden Globe Award du meilleur film étranger au Festival du film de Caire. The Power of the Dog a lui aussi reçu des critiques élogieuses. Et depuis, le film western est diffusé dans le monde entier par la plateforme de Netflix. Il faut essayer de se mettre au diapason. La réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion a récolté plusieurs nominations. À citer le prix du Lion d'argent de la meilleure réalisatrice à la Mostra de Venise. Et on finit avec l'un des films incontournables qui sont dans la course au premier prix du meilleur film de l'année aux Oscars. On nommera Gucci House d'Adam Drive. Un film biographique et policier basé sur l'histoire vraie de la famille Gucci. De belles idées de films à voir ou à revoir. Fin de ce 19h. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Mme Zienzitouni. Excellente soirée, bonne suite des programmes sur Al 24 News. À demain.